Bonsoir chers amis, bienvenue à ma chaîne YouTube. C'est ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la jalousie d'Alain Robbe-Grillet. Mais avant tout, je vais vous parler de ma table basse où j'ai mis mes jouets qui m'écoutent. Comme je suis toute seule à faire ma vidéo, je me suis dit, je ne vais pas parler comme ça, comme si je parlais à un mur. Je vais mettre les petits jouets comme ça. Ils vont m'écouter. Voilà, Hello Kitty. On le nomme ainsi. Alors, Hello Kitty veut s'endormir. Hello Kitty s'endort. Ce n'est pas si professionnel, ma vidéo. C'est une vidéo pour... comment dire pour les gens de tout âge. Voilà ma petite poupée qui m'écoute. Voilà mes petits bibelots. Ils sont curieux. Les vieux grands-pères, ils sont très curieux. Et voilà mes deux bougies qui sont allumées. Nous avons même un hibou qui fait du violon, chers amis. Voilà, mon hibou qui fait du violon. J'aurais bien voulu comment mettre une musique, peut-être à la prochaine. Et voici mes livres qui, de nouveau, sont sur ma table basse. Aujourd'hui, c'est La jalousie d'Alain Robbe-Grillet dont je vais vous parler. Voilà, ce livre. Et ce qui est écrit là-dessus. Noël approche. Vers la fin de ma vidéo, si je peux vous chanter une chanson, Vive le vent, je la chanterai. Mais avant tout, nous allons parler d'Alain Robbe-Grillet. Je sais que les minutes, votre temps, c'est très important, chers amis, mais moi, je ne suis pas un robot, je suis un être humain. De temps en temps, je vous parlerai de moi, de mes livres, etc. Ah oui, je n'ai pas voulu retarder ma vidéo. J'ai la grippe. Je ne sais pas si c'est le corona ou je sais pas quoi. De toute façon, je sais que ça passera. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du curcuma plus du poivre noir et j'ai mis de l'huile d'olive et j'ai mangé avec du pain. Ça a passé un petit peu. J'ai bu de la concentration du raisin et ça m'a donné des forces. J'ai mangé un peu de coin, des mandarines, des oranges, mais la grippe, c'est la grippe, les amis. J'ai fait les achats. C'était un peu fatigant la journée, bon. Mais la journée, elle est finie. Alors, jusqu'à ce que j'achète quelque chose pour fixer mon portable, en vous montrant mes bougies et mes jouets, je vais la tenir dans ma main. Alors, l'évolution du sentiment de la jalousie dans le roman La jalousie d'Alain Robbe-Grillet. Je vais vous lire le résumé. Alain Robbe-Grillet, qui est un écrivain du nouveau roman, a sa façon d'exposer les problèmes. Il le fait par l'intermédiaire de ses romans. Comme tous ses contemporains, il a le but de montrer le malaise de son temps, l'absurdité de la vie, le malaise, l'insécurité dans la vie conjugale, le soupçon, etc. Ce changement de situation est dû à l'histoire qui marque toujours la littérature. Le XXe siècle est une période où tout est flou, imprécis et insaisissable. L'homme est troublé par les deux guerres mondiales qui se manifestent l'une après l'autre. Il n'a plus confiance aux lois et aux règlements parce qu'ils n'ont pas su le protéger. Ainsi, la parole perd de son importance. Sa valeur diminue et se réduit à zéro. C'est pourquoi la communication commence à se faire autrement. Les objets, les comportements et les fourberies prennent la place de la parole.
Dans la jalousie d'Alain Robbe-Grillet, chaque personne joue ses cartes avec soin. Le lecteur se retrouve parmi eux et sent le malaise qui règne dans l'atmosphère. Il essaie de déchiffrer cette énigme qui est pareille aux cheveux de l'un des personnages du nom de A. Le lecteur sait qu'il y a toujours un perdant à chaque jeu. Ainsi, il essaie de découvrir celui ou celle qui le sera malgré la narration complexe d'Alain Robbe-Grillet. L'homme reste impuissant devant les impasses qu'il n'arrive pas à franchir. Il tourne en rond comme un gibier enfermé dans une cage et cherche une issue pour en sortir mais ne la trouve pas. Comme cette situation est difficile à accepter, ses mécanismes de défense prennent le dessus. Il accepte le mensonge comme la réalité, il vit dans l'hypocrisie tout en s'imaginant qu'il vit dans la sincérité. Ainsi, les problèmes psychologiques se multiplient de jour en jour et rendent la vie insupportable. Mais la vie est belle et vaut la peine d'être vécue malgré tout. Voilà. Alors, nous allons continuer à notre lecture. Chers amis, un peu de patience. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Si vous l'avez lu, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu du mal à vous concentrer? Est-ce que vous l'avez lu? Vous me l'écrirez. Bon, on va parler du nouveau roman Et mes poupées qui écoutent, ainsi que vous. Le nouveau roman reste sous l'influence des guerres qui montrent bien que l'homme est en réalité un être faible, incertain et minable face aux problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Après la souffrance causée par les 2 guerres mondiales, les écrivains du XXe siècle s'interrogent sur l'essence de la vie. Ils veulent découvrir la réalité du monde. Les écrivains du nouveau roman, comme Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie Sarraute, Claude Simon, Robert Pinget, Samuel Beckett, Jean Ricardo et Marguerite Duras se sont rassemblés autour de l'éditeur Jérôme Lindon. Ils avaient tous la même ambition qui était d'abolir les anciennes règles d'esthétique littéraire. Ils voulaient aussi faire exploser la trame des anciens romans. Alain Robbe-Grillet disait pendant une interview: « Nous nous battons et moi, je me bats pour montrer que mes livres, comme tous les autres livres, sont romanesques, ont des aventures. Mais les gens sont obnubilés par l'aspect extérieur. Ce que j'écris, eh bien, disons-le, c'est le romanesque moderne, une tentative du romanesque moderne. » Alain Robbe-Grillet, 1963, page 3. Nous constatons qu'Alain Robbe-Grillet ne refuse pas le romanesque. Ce qu'il n'admet pas, c'est le romanesque ancien du temps de Balzac. Certains de ses propres œuvres sont Les Gommes, La maison de rendez-vous, Projet pour une révolution à New York, Le Voyeur, La jalousie et Dans le labyrinthe. Alors, chers amis, je ne vais pas... Après, dans le labyrinthe, je vais couper. Nous allons parler de temps en temps sur le livre aussi. Je vais recommencer à lire ce livre pour vous lire des passages qui sont intéressants, qui m'ont marqué. En vérité, je voudrais vous parler de ce livre. Quand je faisais ma maîtrise, j'ai eu un peu de mal à lire le livre. Mais j'aimais beaucoup le prof qui me l'avait conseillé. Comme je l'aimais beaucoup, j'aimais sa façon de, comment dire, sa façon de donner ses leçons, j'aimais bien son comportement envers nous, les élèves. Et c'est pour ça, pour mon respect pour ce prof,
J'ai lu ce livre et je l'ai examiné. Voilà, on va continuer, mais je vais couper court. Ce sera la première partie d'Alain Robbe-Grillet. Comme je vous l'ai dit, comme je suis un peu malade, je ne vais pas trop prolonger aujourd'hui. Le nouveau roman s'enorgueillit aussi d'avoir fait disparaître le héros principal. Il s'agit de l'abolition du protagoniste d'Alain Robbe-Grillet. Alain Robbe-Grillet pense qu'un roman ne peut se ramener à une intrigue et des personnages et qu'il faut proclamer la mort du personnage en même temps que celle des catégories psychologiques et philosophiques comme le temps, l'espace dans lesquels on l'emprisonne. Ainsi, Alain Robbe-Grillet prend un plaisir à détruire le personnage et tout ce qui assurait sa puissance. Il a de même tout conçu pour détruire la cohérence, la stabilité et la lisibilité du monde qui sont représentés par le roman bourgeois. Adepte de la phénoménologie, Alain Robbe-Grillet, né en 1922, se défie de la métaphore qui projette sur les objets notre affectivité alors qu'ils sont là, tout simplement, des au-delà métaphysiques et de la tragification de l'univers. Lagarde et Michard, 1989, page 766. Robbe-Grillet, qui est à la fois romancier et cinéaste, est marqué par la technologie du cinéma où la lumière, l'ombre, le rapprochement, le collage ou le ralenti sont nommés pour accentuer un événement ou autre chose. Dans la jalousie, l'influence de la lumière et le jeu de l'ombre ont une grande importance. Sur la vision des objets. Derrière la table, au centre du long buffet, la cruche indigène a l'air encore plus volumineuse. Son gros ventre, sphérique, en terre rouge, non vernisé, projette sur le mur une ombre dense qui s'accroît à mesure que la source lumineuse se rapproche. C'est du livre La jalousie d'Alain Robbe-Grillet, page 163. Ce livre est publié en 1957. Nous pouvons trouver les exemples les plus importants dans les produits du nouveau roman. Dans La jalousie d'Alain Robbe-Grillet, l'influence considérable des jeux optiques prend place. L'auteur de La jalousie joue avec l'ombre d'un pilier comme il jouait avec les mots. Le but de ce jeu se varie sans doute d'un écrivain à l'autre. Celui de Robbe-Grillet est ici de suggérer le temps à son lecteur sans qu'il ne lui ait pas dit clairement, parce qu'il croit à une réalité insaisissable et à une conception mentale du temps. Alors c'est Gögertin 2008, page 145-146. Pour Marguerite Duras, qui est écrivain et cinéaste, la lumière et l'ombre faisaient une place vitale. Dans la plupart des scènes, tout dépend de l'existence d'une lumière qui se reflète d'un soleil ou d'une lampe. Tout l'art de Duras est là, suggérer le mouvement des ombres et leur mystère, indiquait Pierre Marcabru au lendemain de la mort de Duras. Alors c'est encore Gögergin 2008, page 147. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres, il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil des trottoirs. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement striées par les raies des persiennes. Duras, 1984, page 52. La perception sensorielle de l'espace se fait par le regard. La description des lieux obéit à une dynamique du regard qui est soumise à une focalisation fortement encadrée. Il suffit, pour s'en convaincre,
de se référer à un exemple illustratif. Alors, c'est un extrait de Baligui, 2014, page 26. Mais le regard qui, venant du fond de la chambre, passe par-dessus la balustrade, ne touche terre que beaucoup plus loin. Sur le flanc opposé de la petite vallée, parmi les bananiers de la plantation, Robbe-Grillet, 1957, page 11. Je continue. L'homme moderne reste sous l'influence du monde industriel, développé surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les exigences de la vie sociale le poussent à se matérialiser davantage, de sorte qu'il reste en arrière des objets. Ce sont les objets qui définissent la classe sociale de l'homme, les goûts, la préférence des couleurs, la forme, la qualité, la quantité et tout le reste nous donnent des indices et des informations sur la personne. Ainsi, nous pouvons dire que les objets sont au-delà de l'homme et qu'ils expriment le choix ou la condition de vie de celui-ci. L'homme se tait et ce sont des objets qui commencent à parler. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir les gens s'exprimer par l'intermédiaire des objets. La place et le choix de ceux-ci suffisent pour insinuer à l'homme l'intérêt ou le désintérêt qu'ils ont des uns envers les autres. L'écrivain moderne décrit les objets, leur place et leurs arrangements. De même, les objets reflètent les comportements des personnages. Euskaya 2011, page 75. Dans la jalousie d'Alain Robbe-Grillet, A. choisit les fauteuils les plus confortables pour elle et pour Franck. Elle réserve le siège le moins confortable à Christiane parce qu'elle ne la veut pas chez elle. Elle veut plaire au mari de Christiane sans la présence de celle-ci qui la gêne. Celui qu'elle a désigné à Franck et le sien se trouvent côte à côte, contre le mur de la maison, le dos vers ce mur, évidemment, sous la fenêtre du bureau. Alain Robbe-Grillet, 1957, page 19. Dans les livres de Robbe-Grillet, la présence obsédante des objets et des décors est assez frappante. L'auteur décrit avec minutie les objets et tout ce qu'il voit parce qu'il a une immense passion de décrire. À part cette passion, nous distinguons très bien que les objets de littérature moderne appartiennent à un univers dont le protagoniste n'est pas le maître. Dans ce roman, l'auteur fait fonctionner les objets comme les causes d'une jalousie terrible. Les objets sont au centre de toute l'intrigue. La présence des objets nous montre les relations parmi les gens. Ils ne racontent rien, mais ils causent une réalité visuelle. La place des objets augmente les soupçons du mari qui observe tout avec un sens aigu. Euskaya 2011, page 74. Dans la jalousie, il y a une histoire difficile à saisir. Cette histoire n'a ni un but, ni une fin habituelle. On peut même dire qu'elle n'a ni queue ni tête. De plus, elle est racontée par un narrateur invisible. Ce narrateur n'a pas de nom et il n'y a aucun indice concernant son aspect physique. Mais, par contre, nous pouvons définir son aspect moral tout en lisant le roman. Cet homme est discret, réservé, calme, patient, lointain, froid et obsédé. Le narrateur est hanté par le sentiment de la jalousie qui l'emprisonne et qui l'empoisonne et lui empoisonne la vie. Quand ce sentiment s'agrandit et devient insupportable, il essaie de sauvegarder sa psychologie en s'orientant vers d'autres domaines comme la plantation, la maison, les objets. Le narrateur essaie de fuir le labyrinthe dans lequel il est emprisonné, car il sait que s'il ne le fait pas, il en deviendra complètement malade et en sera affecté mentalement. Dans le passé, il a sûrement vécu des temps difficiles où sa psychologie était pathologique. La scène, alors, dans le livre La jalousie, la scène se passe dans une plantation de bananiers qui se trouve quelque part en Afrique. C'est un pays
tropicale où il fait chaud à rendre malades ceux qui ont du mal à s'y adapter. En effet, le bébé de l'un des propriétaires de Bananeraie est malade. Le propriétaire, dont le nom est Franck, est marié avec Christiane. Ils ont des voisins dont les noms ne sont pas précisés correctement dans le roman. Le nom de la femme est A... et le narrateur n'a pas de nom. Comme le bébé est souvent malade, Christiane préfère rester chez elle pour s'en occuper. Christiane, de même, a du mal à supporter la chaleur qui règne dans ce pays. On peut dire qu'elle a le mal du pays. Ainsi, les événements se passent entre les trois personnages, le narrateur, A... et Franck. Le narrateur soupçonne sa femme de le tromper avec Franck. Son esprit est obnubilé par le sentiment de la jalousie. Il a une pensée constante qui obscurcit son esprit et l'obsède. Il ne cesse de les épier à chaque instant. Le soupçon atténue le sentiment de la jalousie. La souffrance émotionnelle du narrateur est une souffrance psychologique. Il subit un harcèlement psychologique de la part de sa femme A... dans cette maison isolée et loin de la ville. Elle cherche à mettre son mari en état d'infériorité ou à le déstabiliser d'une façon constante et répétée. Cette attaque visant à le harceler de façon silencieuse et sournoise a bien sûr le but de lui faire du mal. Le narrateur, qui n'a plus une relation ordinaire avec sa femme, toute telle. Ils vivent sous le même toit à la manière de deux étrangers. Ils sont froids l'un envers l'autre. Ce n'est pas difficile de deviner que ce mariage a subi de grandes secousses et il ne reste que la bague de A... pour prouver la présence de cette union. Le narrateur ne donne pas d'informations sur la sienne. Nous ignorons s'il en a une ou pas. À part la bague de A... le seul moment qui les unit dans cette maison, c'est l'apéritif accompagné du dîner qui se déroule en présence de Franck. En lisant ce roman, le lecteur se retrouve dans un autre univers. Il essaie de s'accommoder à l'histoire narrée, mais il n'y arrive pas tout de suite. Tout en essayant de comprendre et de saisir la situation, il se retrouve dans un univers inhabituel, dont l'étrangeté est inquiétante. C'est bien là qu'on trouve la touche artistique bien spécifique à Rob Crier. Il fait exploser la lisibilité du monde selon un axe linéaire. La cohérence devient une circulaire. On en sort avec une impression de vertige, de tourbillon, virtuosité verbale, habileté et maîtrise de l'intrigue, angoisse et froideur de l'atmosphère. Volontaire glissement narratif font de la plume de cet écrivain un art expérimental. Bernard, 2008, page 2. Le déchiffrage de ce texte devient pour lui un jeu. Mais ce jeu est un jeu difficile. Alors, c'est scène 1996, page 30. Pour résumer, j'oserais dire que l'univers Rob Criessien est, au sens très précis que je viens de mettre en relief, un univers où la lecture de l'esprit n'existe pas, ou bien où sa portée en tant que mécanisme quasi automatique qui explique le comportement et la motivation des personnages se trouve gravement affaiblie. Fulca, 2016, page 5. Nous continuons. Le lecteur se demande pourquoi le narrateur ne réagit pas ou ne s'exprime pas. Il a plutôt l'air d'être un enfant désarmé qu'un adulte. Qu'est-ce qui le retient de donner un coup de poing sur la table à la façon d'un homme ordinaire? Pourquoi se résigne-t-il devant cette situation qui lui est parfois insupportable? Nous allons le découvrir tout en faisant une analyse psychologique de nos personnages. Alors, la prochaine fois, ce sera l'évolution des sentiments du narrateur
le caractère jaloux du personnage principal, etc. Alors, nous continuerons à parler de l'évolution du sentiment de la jalousie de l'auteur, comment sa jalousie a évolué, comment ce sentiment s'est atténué. Ce sera pour une autre vidéo, l'évolution du sentiment de la jalousie dans le roman La jalousie de la robe grillée. Chers amis, comme j'aime bien Alain Robbe-Grillet, je me suis dit qu'il a écrit un livre intéressant, ce livre est analysé, ou bien on fait des analyses sur ce livre dans certaines universités à l'étranger. Et je me suis dit, est-ce qu'il a fait des films? Il a fait un film, L'Immortel. Je l'ai regardé l'autre jour. Il est en compagnie d'une jeune femme à Istanbul, en Turquie. Ils se promènent ensemble, ils bavardent ensemble. Il n'y a pas une intrigue précise. Et ensuite, la fille, elle disparaît. Et Alain Robbe-Grillet questionne les personnes qu'il connaît un petit peu au sujet de la fille, où est-ce qu'elle peut être, etc. Et le film continue, je ne vais pas vous raconter la suite. Je veux attirer votre curiosité pour que vous regardiez ce film. C'est un film en noir et blanc, mais ce n'est pas un film ordinaire. Ce film ne ressemble pas au film que nous regardons, que ce soit dans Netflix ou que ce soit dans les autres, dans Blue, etc. Ou bien dans les chaînes télévisées. C'est un autre sorte de film. Eh bien, si vous êtes intéressé par l'ancien Istanbul, la Turquie dans les temps 1900 et quelques, vous pouvez regarder ce film. Bien sûr, moi je regarde des films de science-fiction, des films policiers, etc. Mais quand j'aime un écrivain, ou bien quand j'aime une personne, je suis très curieuse. Je veux savoir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a écrit. Est-ce qu'il a fait des films? Est-ce qu'il a fait de la peinture? Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, voilà, chers amis. Comme Noël approche, je veux vous chanter une chanson. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement de la littérature. Nous allons faire des échanges aussi. Je vais vous chanter Vive le vent. J'adore. Peut-être je vous chanterai une autre chanson la prochaine fois, mais je ne me suis pas préparée. Je suis très honnête. Je n'ai pas fait de préparation. J'aurais pu mettre de la musique ou bien chanter avec, comment on dit ça, de la musique qu'on prépare auparavant. Mais je ne l'ai pas fait. Je vais vous chanter cette chanson. Si vous voulez, vous pouvez, si vous avez des chaînes aussi, vous pouvez les partager avec moi. Et si vous chantez des chansons aussi, j'écouterai avec plaisir. Comme vous le voyez, je n'ai pas eu l'occasion d'acheter un sapin de Noël. J'aurais bien voulu, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai un petit arbuste, un petit arbre, mais il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais ça ressemble aux oranges. Ce sont de petites oranges minuscules et je n'ai pas pu avoir de sapin de Noël. Peut-être si j'en trouve un bon marché, j'en achèterai un. Oui, je vais commencer ma chanson. Ma chanson, je me gêne un peu. Bon, ben, je vais la chanter parce que la littérature, elle n'est pas toute seule. Il y a la culture aussi.
La littérature française, eh ben, elle est imbibée dans la culture française, chers amis. Ce n'est pas seulement les livres, les écrivains, mais il y a aussi la culture de la France. Alors on va commencer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies. Voilà, c'est tout, chers amis. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Bonne journée ou bonne soirée. Selon le cas, je ferme ma vidéo.